Bonjour chers élèves, nous voilà de retour avec une nouvelle séance et une nouvelle leçon. Cette fois-ci avec une leçon de langue dont l'intitulé est la phrase complexe. L'objectif de notre cours d'aujourd'hui est d'une part faire la différence entre la phrase complexe et la phrase simple et d'autre part maîtriser les différents liens dans la phrase complexe. Je vous demande, chers élèves, d'être très attentifs et impliqués vu l'importance de cette leçon. Premièrement, il est question de faire la différence entre phrase simple et phrase complexe. Intéressons-nous à ces deux exemples. A ou petit a. J'habite seul avec cette idée infernale. Petit b. Mon esprit jeune et libre était plein de fantaisie. En réalité, ces deux phrases ont été extraites du roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Il s'agit alors de deux phrases contenant deux verbes dont les verbes sont conjugués. Donc, on peut dire dans les deux phrases, dans les deux exemples, il s'agit d'une seule proposition. Alors, que signifie une proposition? Alors, c'est un ensemble de mots organisés autour d'un verbe qui est conjugué. Dans l'exemple 1, on a un ensemble de mots et un seul verbe conjugué, c'est le verbe habiter qui est conjugué au présent de l'indicatif. Dans la deuxième phrase, vous voyez très bien que nous sommes devant le verbe être conjugué à l'imparfait. Donc, de quelle phrase s'agit-il dans les deux exemples? Donc, c'est pur et simple, des phrases simples. Retenons maintenant ce qui est important. Alors, la phrase simple est formée d'une seule proposition, un groupe de mots organisés autour d'un seul verbe conjugué. Donc c'est la règle. Maintenant, intéressons-nous à ces trois exemples. Je lis le premier exemple. Ils disent que le condamné à mort ne souffre pas. Petit b. Le geôlier me conduit dans une cellule pour que j'assiste au ferrage des forçats. Petit c. Le jeune homme court car il a pris du retard et il craint que ses amis ne l'attendent pas. Ces trois phrases ont été extraites, elles aussi, du dernier jour d'un condamné. Alors, est-ce que nous sommes avec une seule proposition, avec un seul verbe? Absolument pas. Dans les trois phrases, dans les trois exemples, il est question de deux propositions ou trois propositions pour consécutivement A et B avec deux propositions et en ce qui concerne C avec trois propositions. Pour la première proposition, ils disent, c'est ce qu'on appelle une proposition principale. Ne souffre pas, c'est une proposition complétive. Le geôlier me conduit dans une cellule, c'est une proposition principale. Pour que j'assiste au ferrage des forçats, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de quoi? De but. Le jeune homme court car il a pris du retard. Le jeune homme court est une proposition principale. Car il a pris du retard, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. La deuxième, et il craint que ses amis ne l'attendent pas, c'est une complétive. Alors, retenons l'essentiel. C'est quoi une phrase complexe? La phrase complexe est formée de deux propositions au plus, deux verbes conjugués au plus. Attention, chaque proposition correspond à un verbe. Deux verbes, deux propositions, trois verbes, trois propositions. Mais attention, la longueur d'une phrase ne veut pas dire qu'il s'agit d'une phrase complexe. Faites attention. Parfois,
on trouve des phrases assez longues, mais qui contiennent tout simplement un seul verbe conjugué. Donc, faites attention à la phrase complexe. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Comment s'enchaînent les propositions dans une phrase complexe? En d'autres termes, quels sont les liens utilisés dans une phrase complexe? Prenons l'exemple suivant. Je rougis, je pâlis en pensant à cette idée. Combien y a-t-il de propositions dans cette phrase? Il y en a deux. La première, avec un verbe conjugué, c'est un verbe du deuxième groupe, je rougis. La deuxième, je pâlis en pensant à cette idée, le verbe pâlir. Alors regardez bien ces deux propositions. Est-ce que l'une dépend de l'autre? Pas du tout. Les deux propositions sont indépendantes. Ils sont autonomes, c'est-à-dire l'une ne dépend pas de l'autre. À travers quoi sont-elles reliées? À travers un signe de ponctuation, à savoir la virgule. Donc on peut ajouter également que les deux propositions sont situées côte à côte ou l'une posée à côté de l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle une juxtaposition. Passons maintenant à un élément important concernant la juxtaposition. On dit que les deux propositions juxtaposées, lorsqu'elles se suivent, elles sont séparées par une virgule, point-virgule ou les deux points. C'est-à-dire, faites attention à la présence chaque fois de la virgule, de la point-virgule et du point-virgule et des deux points. Bon, passons maintenant à un exemple suivant. Sidi Mohamed aime jouer, mais il n'a pas d'amis. Au niveau de cette phrase, combien y a-t-il de propositions? Lesquelles? Oui. Alors, la première, Sidi Mohamed aime jouer. La deuxième, il n'a pas d'amis. Alors, la première, on trouve le verbe aimer qui est conjugué au présent de l'indicatif et on ne s'intéresse pas au verbe jouer parce qu'il n'est pas conjugué. Une proposition implique un verbe conjugué. La deuxième proposition, il n'a pas. On a comme verbe avoir comme élément central de cette proposition. Alors ces deux propositions, comment sont-elles liées? Alors, elles sont liées à travers le mot mais. Quelle est la nature de mais? C'est tout simplement une conjonction de coordination. Donc, quel est le lien utilisé, employé pour relier les deux phrases, ou plutôt pour relier les deux propositions? C'est une conjonction de coordination, donc on l'appelle tout simplement on dit tout simplement que ces deux propositions entretiennent une relation de coordination. Alors les conjonctions de coordination, vous les connaissez, mais où est donc or icard. Cette phrase peut être mémorisée. On peut aussi mémoriser ces conjonctions de coordination. Chaque fois que vous êtes devant une phrase comportant un de ces éléments, vous pouvez tout simplement dire qu'il s'agit d'une coordination. À la place de ces conjonctions de coordination, pour lier les propositions dans une relation de coordination, on peut aussi avoir d'autres mots. C'est ce qu'on appelle les mots de liaison. Par exemple, d'abord, ensuite, d'une part, d'autre part, enfin, puis en fait. Donc ici, on a étudié la juxtaposition comme premier point et la coordination comme lien employé pour construire une phrase complexe. Passons maintenant à un autre exemple. Je ne sors pas quand il pleut. Évidemment,
il s'agit d'une phrase complexe, et parce que nous avons deux propositions. Je ne sors pas, le verbe sortir. Il pleut, deuxième partie de la phrase, écrite en deux couleurs différentes. Est-ce que vous voyez maintenant la proposition 1 et la proposition 2? Est-ce que ça ressemble au cas des premières phrases que nous avons vues? C'est-à-dire, est-ce que ces deux propositions sont autonomes et indépendantes? Non, pas du tout. Alors regardez bien. Quand il pleut, ces deux propositions dépendent de la première proposition qui est écrite en bleu. C'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée, alors que je ne sors pas est une proposition principale. Subordonnée, en arabe, yani taba. Quand il pleut, taba, la proposition principale. Je ne sors pas. La proposition subordonnée ne peut jamais exister sans la présence de la proposition principale. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. La deuxième, c'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée. Cette dernière, qui est appelée proposition subordonnée, dépend, comme je l'ai déjà dit, de la proposition principale. Et on peut même dire que la proposition principale, qui est ici, dans notre cas, je ne sors pas, commande la deuxième proposition. Alors, donc quel est le lien utilisé ou quel est le lien que les deux propositions entretiennent? C'est un lien de subordination. Alors une proposition subordonnée est une proposition dépendante d'une proposition principale. On peut dire même qu'une proposition subordonnée ne peut pas exister sans la présence de la proposition principale. Maintenant, on va voir les différents types de subordination. Je lis cet exemple. Le livre que j'ai lu est très intéressant. Alors, ce qui est souligné est une proposition subordonnée. Mais, regardez très bien, juste avant la proposition subordonnée. Alors, il y a un nom. Et en plus, il y a aussi un pronom relatif qui vient directement après ce nom. Alors, ici, le livre avec la phrase qui est subordonnée. Alors, de quel subordonné s'agit-il? En réalité, c'est ce qu'on appelle une subordonnée relative. Une subordonnée relative complète un nom appelé antécédent. Elle est introduite par un pronom relatif simple ou composé. Les pronoms relatifs simples, par exemple, ou, qui, que, dont, et les pronoms relatifs composés, comme par exemple lequel, par laquelle, duquel, de laquelle, auquel, etc. Mais attention, ce qui précède le pronom relatif, en présence du subordonné relatif, est toujours un nom. Au cas où il y aurait par exemple un verbe, donc c'est un autre type de subordonné. Maintenant, on va lire un autre exemple. Donc c'est un exemple qui concrétise un petit peu ce que je vous ai dit il y a un moment. Je pense que l'amitié est un trésor. Cette phrase, où il y a une subordonnée, celle qui est soulignée, est-ce qu'elle complète un nom? Pas du tout, il ne complète pas un nom. Que qui vient directement après un élément de la phrase, cet élément est un verbe et il ne s'agit pas d'un nom. Donc ce n'est pas une subordonnée relative, mais c'est ce qu'on appelle une subordonnée complétive. D'accord? Alors faites attention. Lorsqu'il y a un verbe juste avant la subordonnée, c'est ce qu'on appelle une subordonnée complétive. Lorsqu'il y a un nom juste avant une subordonnée, c'est ce qu'on appelle une subordonnée relative. Alors cette subordonnée dite complétive complète le verbe de la proposition principale. Un autre exemple. Je ferme la porte avant de partir.
Alors regardez ici, il est où la subordonnée? La subordonnée, c'est le segment qui est souligné avant de partir. Qu'est-ce qu'elle indique? Je ferme la porte avant de partir. Je ferme la porte quand? Avant de partir. Donc cette subordonnée explique quoi? Explique les circonstances de l'action. Donc ici, puisqu'il indique des circonstances, on les appelle, ou on l'appelle, les subordonnées circonstancielles. C'est-à-dire qu'il explique les circonstances de l'accomplissement d'une action. On distingue plusieurs subordonnées circonstancielles, comme la subordonnée circonstancielle de cause, de temps, d'opposition, de conséquence, etc. Bon. Alors, quelles sont les conjonctions de subordination les plus employées? Alors, pour exprimer une relation de cause dans une subordonnée circonstancielle, on peut trouver par exemple parce que, puisque, vu que, étant donné que, etc. De conséquence, on cite si bien que, de telle manière que, etc. Pour exprimer le temps, dans une relation de temps, dans une explication des circonstances concernant le temps, on trouve pendant, aussitôt que, après que. Dans une opposition, on trouve aussi tandis que, pourtant, cependant, etc. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuls subordonnés qui existent, les seuls subordonnés circonstanciels qui existent. Il y a d'autres subordonnés circonstanciels, par exemple, de concession, etc. Alors, la subordonnée, on a vu les différentes subordonnées. Alors, la subordonnée relative, qui implique la présence d'un pronom relatif, la subordonnée complétive, qui implique la présence d'un verbe, et les subordonnées circonstancielles, qui impliquent les circonstances de l'accomplissement d'une action, qui se compose de plusieurs éléments, donc il y a une variété de moyens pour les exprimer. Donc on a ce schéma pour bien concrétiser et bien saisir le cours d'aujourd'hui. Alors, la phrase se divise en phrase simple, une seule proposition, une phrase complexe, deux propositions et plus. Pour la phrase complexe, on peut avoir une relation de juxtaposition, on peut avoir également une relation de coordination, on a vu les différentes conjonctions de coordination, ainsi que les mots de liaison employés, et la subordination. Alors, cette dernière se compose des subordonnées suivantes. La subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. Mais il y a une grande et énorme différence entre les trois types de subordonnées. Alors, la subordonnée relative implique la présence d'un pronom relatif. La subordonnée complétive implique la présence de que, par exemple, précédé d'un verbe, alors que les subordonnées circonstancielles impliquent l'accomplissement des circonstances ou l'explication des circonstances de l'accomplissement d'une action. On passe maintenant à un exercice. La consigne est la suivante. Relève le lien qui unit les propositions dans les phrases suivantes. Je lis la phrase. Je viendrai quand tu m'appelles. Je reviens sur mes pas, j'ai laissé mon manteau là-bas. Je pense, donc je suis. Je veux que tu assistes à ce spectacle. C'est une idée que je ne pourrai jamais oublier. Je pense qu'une voix murmure à mes oreilles. Je vous accorde quelques minutes pour trouver la réponse. Bon, alors je viendrai quand tu m'appelles, le lien est clair, il s'agit de la subordination. Donc c'est une subordination de temps. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps. Je reviens sur mes pas, j'ai laissé mon manteau là-bas. Puisqu'il y a un point-virgule entre les deux propositions, donc c'est forcément une juxtaposition. Donc ce sont deux propositions juxtaposées. Donc, alors maintenant, je pense donc je suis.
Là, il s'agit bel et bien de la coordination. Donc, conjonction de coordination. Donc, c'est une subordonnée de coordination. Je veux que tu assistes à ce spectacle. Donc, c'est la subordination et plutôt une complétive. C'est une proposition subordonnée complétive. 5. C'est une idée que je ne pourrai jamais oublier. C'est une relation de subordination où on utilise un pronom relatif, que, donc c'est une proposition subordonnée relative. Que je ne pourrai jamais oublier est une proposition relative. C'est une idée, c'est une proposition principale. Je pense qu'une voix murmure à mes oreilles. Alors vous voyez très bien qu'il y a un verbe qui précède le que. Donc c'est une proposition subordonnée complétive. Je pense, c'est la proposition principale et la suite de la phrase est la proposition. Donc voilà les réponses de manière détaillée. Notre cours touche à sa fin. Merci pour votre attention. On se revoit la prochaine séance, Inch'Allah.